Mesdames et messieurs, nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire, le journal du samedi, le JDS. Bienvenue. Nous sommes à la veille des votes de l'élection présidentielle française avec pour finaliste Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Ils se sont affrontés lors d'un débat il y a quelques jours. Avant de parler davantage de ces deux candidats, nous allons faire un tour d'horizon avec l'actualité locale. L'apôtre Kobena Anzoua a été consacré sur la région Abidjan Sud de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. C'était le dimanche 16 avril 2017 à Abidjan-Koumassi lors d'une convention annuelle présidée par le patriarche Yao Bio. Regardez. La commune de Koumassi-Sikoji dans le district d'Abidjan a abrité un grand rassemblement ecclésiastique le dimanche 16 avril 2017. Un moment particulier organisé par l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Les fidèles ont répondu très nombreux à l'appel de leur leader pour cette convention. Convention marquée par la présence d'une figure emblématique de l'évangile, l'apôtre Yao Bio, président de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire. Le patriarche a reçu un accueil très chaleureux de la part de ses enfants spirituels. Cette belle cérémonie a été marquée par la consécration de l'apôtre Kobena Anzoua, établi par l'apôtre Yao Bio comme apôtre de la région d'Abidjan. Et la grâce de l'Éternel. Amen. La puissance de Dieu très haut. Amen. Sa gloire. Amen. Sa gloire. Amen. Soit sur toi. Amen. Sur ton fils. Amen. Tel que l'évangile s'avance après. Amen. 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 Des moments très forts de bénédiction qui n'ont pas laissé l'apôtre Kobena indifférent. Nous parlons de la mort de Christ et de sa résurrection. Et cette résurrection nous donne une nouvelle vie, nous donne une nouvelle espérance, nous donne une nouvelle vision de notre adoration. Parce que c'est cette résurrection-là même qui est le fondement de notre foi. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour nous revaloriser, il est ressuscité pour nous repositionner, il est ressuscité pour que, au travers de nous, le monde sache qu'il y a un Dieu qui a vaincu la mort. Et à cause de cela, que ce monde se tourne des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour fêter cette action aussi grandiose avec notre Père, le président de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, l'apôtre Yao Bio, qui a tenu lui-même à se déplacer pour venir. Le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation MPDE, Temple La Cité Dorée à Abidjan-Anono, a célébré avec faste la Pâque 2017. La belle fête a été présidée par la prophétesse Chris Kwaku, présidente fondatrice du dit ministère. À l'instar des différentes communautés chrétiennes du monde entier, le ministère prophétique de délivrance et d'évangélisation, Temple La Cité Dorée, dirigé par le couple Berger Kwaku, a aussi célébré la Pâque. En effet, ce dimanche 16 avril 2017, jour de Pâques, les fidèles de la Cité Dorée ont rendu gloire et honneur au Seigneur Jésus-Christ, dont ils commémoraient la glorieuse résurrection. La prophétesse Chris Kwaku a d'entrée de jeu donné la nature de la Pâque 2017. Sache que tu te trouves dans le surnaturel. Tout est possible à Dieu. La fête de Pâques. La Pâque de réjouissance. Répète avec moi. La Pâque de réjouissance. En outre, l'ointe de Dieu a décrypté le sens de la Pâque. Alléluia. La Pâque veut dire délivrance. La Pâque veut dire sortir de l'esclavage, de la servitude, de la prison, de la manipulation de Satan. C'est la sortie du peuple de Dieu en Égypte. Le point d'orgue de ce jour de Pâques a été ce moment où la prophétesse Chris Kwaku a dansé pour glorifier Jésus-Christ ressuscité. En effet, poussée par l'Esprit de Dieu, la servante de Dieu a esquissé des pas de danse sous la puissance de Dieu, laquelle puissance a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en la démonstration de la puissance de Dieu, comme le déclare 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Cette puissance, Dieu l'a encore manifestée ce jour de Pâques. Conduite par le Saint-Esprit, la prophétesse Chris Kwaku a dansé avec des fidèles et la puissance de Dieu a visité ceux-ci par son onction de guérison et de restauration.
Plusieurs familles composent la Cité Dorée. Ces familles, constituées d'hommes et de femmes, ont esquissé des pas de danse pour glorifier Jésus-Christ ressuscité. Les fidèles de la Cité Dorée sont repartis chez eux, transfigurés. Terminons l'actualité locale avec la mission chrétienne Vie Abondante du prophète Anderson Sely qui a organisé une veillée de prière et d'évangélisation le 21 avril 2017 à Port-Bouët-Vredy. Cette veillée a été meublée par des enseignements et prières en présence de nombreux hommes de Dieu. Une grande veillée de prière et d'évangélisation pour le gain des âmes s'est tenue dans la commune de Port-Bouët-Vredy le vendredi 21 avril 2017. Ce moment de célébration a été organisé par la MCVA, Mission chrétienne Vie Abondante, dirigée par le prophète Anderson Sely. Cette grande veillée a été marquée par la présence de plusieurs serviteurs et servantes de Dieu. En l'occurrence, le révérend Mian Léon qui s'est adressé au peuple. Les chrétiens veulent lier la vie aux hommes qui sont au pouvoir, aux civils encore là. Je connais le maire. Non, je n'ai pas besoin de ça. Parce que je sais une chose. Si ma fondation est détruite, si j'ai renversé la fondation de la malédiction, tout me célébrera, tout m'appréciera, tout viendra vers moi. Je vais attirer la richesse comme élément. Ton histoire, c'est ta fondation qui te gère. Vous n'avez pas vu la réussite de Joseph n'est pas cachée dans ses songes. La Bible nous dit, à la fin de sa vie, son père, en le bénissant, dit Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Il sort d'un arbre qui pousse. Un arbre fertile, c'est pourquoi il a réussi. Ce n'est pas ses rêves. C'est sa fondation. Il sort d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Des fondations pures, des fondations éternelles, des fondations bénies, des fondations prospères, des fondations riches, des fondations qui traitent de l'or, de l'argent et des troupeaux. Oui, donc il vient d'une fondation bénie. C'est ta fondation qui fait que toi tu dors toujours dans le cours commun. Quelque part où tout le monde se lave, tu vois la douche est vert. Toi tu es là-bas. Tu fais quoi là-bas? Tu as quel problème? Qu'est-ce que tu t'as quitté là-bas? Ce soir, c'est ta dernière fois de pleurer. Ce soir, tu vas sortir de cette pauvreté, cette misère. Tu n'as pas été créé pour ça. Plusieurs serviteurs et servantes de Dieu se sont succédés sur le pupitre pour donner la nourriture spirituelle au peuple venu nombreux. Une occasion bien saisie par l'initiateur de ce programme, le prophète Anderson Sely, pour se prononcer sur l'objet de cette évangélisation. Ce programme avait pour but d'annoncer Christ. Ce programme avait pour but de prêcher le royaume de Dieu. Ce programme avait pour but de racheter les âmes, d'amener les âmes perdues dans la maison d'Israël. Et donc, cela a été possible grâce au soutien de mes frères, grâce au soutien de mes amis. Je veux dire merci au Seigneur parce que je crois qu'avec cette veillée, il y a eu un plus encore qui s'est ajouté dans nos vies. Ce moment de célébration était pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Sur ce plateau, nous sommes accompagnés de Jean Jaurès Tahabi et le responsable du service politique et société de la rédaction de Béni TV. Bienvenue, chers confrères. Merci. Et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un honneur pour moi. Avant de parler des deux finalistes de ces élections présidentielles, voyons ensemble un bilan sur le quinquennat du président sortant français François Hollande. Regardez. C'est un bilan en demi-teinte que laisse François Hollande, 5 années marquées par une lutte contre le chômage et une vague d'attentats djihadistes sans précédent. François Hollande l'avait promise pour 2013, l'inversion de la courbe du chômage s'est produite 3 ans plus tard. En 2016, le taux de chômage a baissé de 0,4%, mais il reste massif, touchant 9,7% de la population active. Le dispositif d'allègement des charges des entreprises, le CICE, qui leur a fait économiser 41 milliards en 2017, est resté sans grand effet sur l'emploi, alors que les ménages ont bénéficié d'un rabais de 6 milliards depuis 2014. La croissance est restée terne. En 2016, elle a atteint 1,1 contre 1,7% dans les pays de la zone euro. En 2017, le déficit public devrait encore dépasser la barre des 3% exigée par Bruxelles.
Censée améliorer la compétitivité des entreprises, la loi El Khomri, passée en force avec le 49.3, a suscité l'opposition des syndicats et d'une partie de la majorité. Après les attaques terroristes, le gouvernement a renforcé l'arsenal législatif. L'état d'urgence est décrété depuis le 13 novembre 2015 et 9000 postes dans les forces de l'ordre ont été créés. On retiendra aussi des années Hollande le mariage pour tous, un nouveau droit pour les couples homosexuels, ainsi que le succès de l'accord de Paris lors de la COP 21. Enfin, sur le plan international, François Hollande s'est mué en chef de guerre en déployant des opérations au Sahel, en Centrafrique, en Irak et en Syrie. Revenons sur notre plateau, chers confrères. Que pensez-vous de ces 5 ans de mandat du président sortant François Hollande? Alors, les 5 ans de mandat de François Hollande ont été marqués par un contexte assez spécial. Ce quinquennat a été marqué par un double enjeu à la fois politique, ou plutôt je dirais un contexte difficile à deux niveaux, au niveau économique d'abord et ensuite au niveau sécuritaire. Au niveau économique, François Hollande a hérité d'un pays où le taux de chômage était assez élevé. Il avait promis très vite relancer l'emploi en France. Je pense qu'il ne l'a pas réussi, même si ces temps-ci les chiffres du chômage sont un peu en baisse. Il y a aussi sur le plan sécuritaire où la France a été beaucoup touchée par de nombreux attentats terroristes qui finalement ont pris le pas sur tout ce que pouvait faire François Hollande, ont plutôt attiré l'attention. Et on a vu un pays sous état d'urgence qui semblait assez diminué pour assurer la sécurité de ses ressortissants. Voici un peu comment résumer le mandat de François Hollande. C'est un bilan mitigé que nous pouvons faire. C'est un bilan mitigé qui est d'ailleurs fait par toute la classe politique française. Il n'a pas réussi à donner un coup d'éclat, il n'a pas réussi à repositionner le Parti socialiste comme on l'aurait souhaité pour quelqu'un qui prend la succession de Nicolas Sarkozy. Alors donc c'est un bilan mitigé que celui que présente le président sortant François Hollande à la tête de la France. Revenons sur notre sujet du jour, 2 candidats finalistes. Il s'agit d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils se sont affrontés le mercredi lors d'un débat. Chers confrères, la question qui nous revient à l'esprit, c'est que pensez-vous de cette rencontre? Alors, que retenir du débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? On a découvert, on a vu et on a suivi un débat assez houleux. Un débat houleux dans la forme, mais un débat assez vide en ce qui concerne le fond même des différentes propositions qui ont été faites par les 2 candidats. On a découvert une Marine Le Pen bagarreuse, si je peux me permettre ce thème. Elle allait constamment chercher Emmanuel Macron. Elle a voulu le pousser dans ses derniers retranchements, voulu le pousser à l'énervement. Je pense que finalement, elle n'a pas réussi. Si sa méthode à elle, si sa stratégie, c'était de chercher de la bagarre, c'était de chercher l'empoignade verbale avec M. Macron, je pense qu'elle ne l'a pas réussi. Et d'ailleurs, les sondages qui ont suivi ce duel prouvent que Mme Le Pen n'a pas tellement été à la hauteur. Et beaucoup d'autres faits le démontrent sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de la sécurité, sur le plan même de la collaboration de l'Europe. Elle a dit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne reflètent pas la vérité. Qui ne sont pas vérifiées. Voilà, qui ne sont pas vérifiées. Par exemple, elle a parlé de rapprochement entre un collaborateur de M. Macron avec les milieux djihadistes. Il a été tout de suite démontré que le monsieur qui était... Voilà, tout ceci, c'est des points qu'elle a soulevés, mais qui ne sont pas forcément, qui n'étaient pas vérifiés. Et elle a plutôt positionné son adversaire dans une position meilleure. Elle lui a déroulé le tapis rouge, comme on peut dire. Elle a fait d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron n'a pas manqué aussi de montrer à Marine Le Pen qu'elle n'avait pas les capacités de diriger la France. Oui, mais si elle s'est trompée très vite d'aller lui chercher la bagarre, si sa méthode d'aller à l'empoignade n'a pas été la bonne, lui aussi n'a pas dit forcément des choses qui sont vraies. Sur le chômage, par exemple, M. Macron a dit que le chômage était plus élevé en 1990. Oui, que la France n'avait pas pu endiguer cela. Voilà, mais ce n'est pas vrai quand on prend les chiffres.
il n'a pas forcément dit oui, vrai. parce qu'on a vu donc qu'il y a les deux candidats oui. ont démontré des incertitudes. Les deux candidats ont prouvé en quelque sorte qu'ils ne maîtrisaient pas tellement les sujets sur lesquels les Français les attendaient et c'est dommage. Mais Emmanuel Macron s'est montré assez instruit, assez prêt. Il a été vraiment perspicace sur certains sujets. Emmanuel Macron a paru perspicace, il a paru assez convaincant parce que Marine Le Pen a d'abord déçu. Oui. Elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Et donc, elle a positionné, comme je l'ai dit tantôt, elle a déroulé le tapis rouge pour son adversaire du jour, qui lui, finalement, n'a eu qu'à attendre de la contrer. Il attendait simplement qu'elle dise des choses que lui pensait pas exactes et il a contré à chaque fois. Dès longtemps même du débat, Marine Le Pen, elle a donné le ton de la rencontre. Elle a montré Emmanuel Macron comme quelqu'un qui est favorisé déjà, il est l'enfant chéri, tout. Est-ce que cela n'allait pas constituer une menace pour elle-même dès le départ? Finalement, et c'est là le danger pour ce genre de débat politique, il y a les arguments qu'on évoque lors des meetings. Il y a des arguments ou des faits qu'on ressort lors d'un débat politique. Lors d'un débat, on veut des faits, Lors d'un débat, on veut des analyses qui sont plus poussées. Lors d'un débat, on veut des faits, on veut une analyse chiffrée. Et là, c'est ce qui lui a manqué. Tout de suite, elle a elle a lancé des questions, elle a lancé des sujets, elle a utilisé et épuisé ses arguments. Oui. Elle est retombée dans les mêmes accusations que le Front National a toujours eu mais il ne faut pas manquer de dire qu'elle a manqué d'expliquer elle-même aussi ses ambitions pour la France. Justement, à vouloir trop attaquer Emmanuel Macron, elle n'a pas eu assez de temps d'expliquer elle-même son programme, le programme qu'elle propose aux Français. Pensez-vous, chers confrères, que cela va changer quelque chose dans les pronostics? Ce débat va-t-il changer quelque chose dans les pronostics à l'issue du second tour de cette présidentielle ce dimanche? Je ne crois pas. Je ne crois pas que cela va changer profondément les choses pour plusieurs raisons que je vais expliquer. La première, c'est que finalement, si on s'attendait à un taux de participation assez faible au premier tour, on a vite vu que les Français ont participé à l'élection à près de 80% de taux de participation. Cela veut dire que les indécis, finalement, ne représentent plus grand-chose pour changer réellement la donne. Et deuxièmement, Madame Le Pen a toujours été donnée comme perdante lors du deuxième tour. Et quand on voit les différents soutiens dont bénéficie désormais son adversaire, je pense qu'il sera difficile que les choses soient inversées. Et il y a aussi le débat qu'il ne faut pas oublier. Ce débat-là, je pense que va plutôt faire reculer Madame Le Pen. D'ailleurs, au lendemain de ce débat, le jeudi dernier, les sondages qui ont été... les sondages sur les réseaux sociaux. Les premiers sondages, juste après ce débat-là, ont fait reculer les chiffres. On a vu que Mme Le Pen a un peu reculé. Si elle était annoncée comme... Si on lui donnait 45% au second tour, ces sondages ont montré qu'elle a reculé et qu'elle tourne désormais autour de 35-36% dans les intentions de vote. Donc, elle a vraiment reculé et ce débat-là ne lui a pas fait grand bien. Très chers téléspectateurs, nous vous proposons de regarder quelques extraits de ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Y a-t-il un gagnant de ce débat de l'entre-deux tours? Au lendemain du duel entre les deux finalistes de la présidentielle, la presse est unanime. Elle retient une violence sans précédent et un flot d'attaques et de dénigrement qui a laissé de nombreux téléspectateurs sceptiques, voire franchement dépités. Relativement décevant, parce que je pense que ce n'était pas à la hauteur d'un débat de deuxième tour. Des invectives, aucune précision ou de rentrer dans le détail dans les programmes des uns et des autres. On était vraiment plus dans la contestation de l'autre. Et franchement, j'attendais une autre dimension de ce débat-là. C'est assez répétitif. Ça a été un flot d'invectives d'un bord et de l'autre. Ça ne changera pas grand-chose à l'arrivée, je pense. Le débat, il était houleux. Et c'est pour ça que je n'ai pas regardé en entier, parce que l'agressivité me dérange fortement. Selon un sondage Elab, c'est Emmanuel Macron qui s'est montré le plus convaincant. 63% des personnes interrogées ont jugé qu'il avait remporté le duel, contre 34% pour Marine Le Pen. Près de 16,5 millions de téléspectateurs ont regardé ce débat de l'entre-deux tours.
Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes sur le plateau du JDS, accompagné de Jean Jaurès Tabi. Il est le responsable du service politique et société de Béni TV. Plusieurs candidats étaient au premier tour. Ils ont quitté la course vers l'élection présidentielle. Et des candidats n'ont pas donné des consignes de vote. Penses-tu que cela va changer la donne? Alors, le principal de ces candidats du premier tour, des candidats éliminés au premier tour qui n'a jusque-là pas donné de consigne de vote à ses électeurs, c'est M. Jean-Luc Mélenchon, arrivé 4e avec près de 20% du suffrage exprimé. Et je ne pense pas que cela va, pour répondre directement à votre question, je ne pense pas que cela va changer quelque chose de profond à l'issue de cette élection. M. Mélenchon a laissé libre choix à ses partisans de voter soit pour Mme Le Pen ou pour M. Macron. Je pense que comme au premier tour, nous allons encore aller vers des résultats qui ne seront pas loin de ceux annoncés par les différents sondages. Sans oublier qu'après les débats, nous avons fait une recherche approfondie et plusieurs électeurs sont toujours indécis. Voilà. Il ne faut pas aussi oublier le fait que M. Mélenchon, qui du mouvement des Insoumis, de la France Insoumise, est de la gauche. Il est de l'extrême gauche, tandis que Mme Le Pen est de l'extrême droite. Sur beaucoup de points, les deux ne se retrouvent pas. Et étant de l'extrême gauche, il partage une certaine proximité avec M. Macron. Je pense que les électeurs ou les partisans de M. Mélenchon se verraient plus à voter M. Macron que de donner leur soutien à Mme Le Pen. C'est un point de vue, mais je pense que c'est un point de vue qui s'explique aussi par les différentes idéologies que prônent ces différentes personnalités politiques. Au terme de notre émission, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce deuxième tour? Que dirais-je, qui d'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen va remporter cette élection présidentielle? Alors, cher conseil, avant de répondre à ta question, je pense qu'il nous faut faire un bilan de toute la campagne présidentielle en France. Et je dirais que c'est une campagne présidentielle assez terne. Pourquoi? Parce que les différents candidats, hormis M. Mélenchon finalement, les différents candidats ont passé leur temps soit dans des invectives, soit à vouloir provoquer des scandales. Et la campagne n'a pas été de très bon niveau. Voilà. Je pense que cela mérite d'être relevé. Et qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen va remporter les élections? Je ne peux le dire, mais je pense que les différents sondages ont donné la réponse, sauf changement de dernière minute, sauf cataclysme électoral de dernière minute qui, par exemple, a vu M. Donald Trump arriver au pouvoir aux États-Unis. Je pense que cela ne va pas se produire en France également. Je pense que le résultat des urnes ce dimanche ne sera pas assez loin de ceux annoncés par les différents sondages. On s'était laissé espérer une remontée au score de M. Mélenchon ou de M. Fillon au premier tour. On a tout de suite vu que les résultats du premier tour n'ont pas été très loin de ceux annoncés par les sondages. Je pense qu'au vu du dernier débat, on est désormais conforté et on est désormais en droit de penser que ces résultats du second tour ne seront pas loin de ceux annoncés par les sondages. C'est-à-dire que M. Macron a encore beaucoup plus de chances de remporter cette élection. Merci très chers confrères d'être venus sur notre plateau. C'est la fin de ce JDS. Demain est un jour attendu. Les électeurs français iront aux urnes. Merci de rester au parfum de l'actualité. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.